Acheter un bien immobilier, c'est souvent le projet d'une vie. C'est aussi une démarche qui se construit pas à pas et avec méthode. Et dans cet épisode, nous allons faire le point sur les étapes clés d'un achat immobilier réussi, la préparation du dossier, les attentes des banques et le rôle stratégique du courtier. Avec moi pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui avec plaisir Maxime Philodeau, qui est directeur commercial et des opérations chez Finance Conseil. Bonjour Maxime. Bonjour Anne-Sandrine. La première question, elle paraît presque naturelle. Est-ce que pour acheter un bien immobilier, la première chose à faire, c'est d'aller visiter un bien ? Non, c'est pas la première chose à faire. Pas du tout même, peut-être ? Du tout, non. Oui. C'est plutôt faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, c'est d'aller estimer son budget, valider un budget pour ensuite aller sélectionner un bien et être sûr de pouvoir acquérir ce bien-là. Oui, alors il y a sans doute donc des étapes à suivre. C'est quoi les grandes étapes d'un achat immobilier ? Première étape, c'est déjà le projet. Quel type de bien je veux acheter ? Résidence principale, résidence locative, résidence secondaire, une maison, une construction, des travaux. Oui. Ensuite, on va aller valider le budget en fonction du projet. Mais parfois, quand on va valider le budget, le projet va changer. Oui, parce qu'en fonction de l'enveloppe qu'on va pouvoir valider, peut-être qu'on va partir sur un projet soit plus petit, soit plus grand, soit une construction, soit de la rénovation. Mais oui, en fait, on commence déjà un travail de maturation du projet. Oui. Exactement. Et ensuite, on va aller, une fois que le projet il est validé, l'enveloppe est définie, là, on va pouvoir aller faire des recherches de biens, avec à l'appui nos études, nos avis de faisabilité. Une fois qu'on a trouvé le bien, là, on va pouvoir faire une proposition d'achat, soit via l'agence immobilière, soit en direct avec les vendeurs. Entre-temps, nous, ce qui est bien, c'est quand même qu'on remette à jour cette étude de financement pour être vraiment sûr que ce bien, entre-temps, peut-être que les taux ont évolué et que la réglementation aussi a pu évoluer. Donc, on remet à jour pour pouvoir rédiger le compromis. Entre-temps, ce qui est bien aussi, c'est de faire appel à son propre notaire. Moi, je trouve important que les acquéreurs aient leur notaire, que le vendeur ait son propre notaire. Chacun défend, même s'ils sont neutres, les intérêts de leur propre client. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on a le notaire, on a bien signé la proposition, on va pouvoir ensuite signer le compromis. Et avant la rédaction du compromis, quand on a le projet, nous, c'est de vérifier aussi que les montants correspondent à ce qu'on va demander auprès des établissements bancaires, là, dans le seul but de protéger nos clients. Et on pourra en parler peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment de protéger les clients. Et une fois que tout ça c'est signé, nous, on rentre vraiment en piste pour aller optimiser au mieux le financement de nos clients. Alors, ce que j'entends dans ce parcours, finalement, c'est que le courtier, il intervient quasiment à chaque étape, au fond, mis à part sur le choix du bien immobilier, mais vous êtes là un peu comme un accompagnateur. C'est ça, exactement. On est là à toutes les étapes, avant le projet, pendant la recherche du bien, puisque nos clients, on leur dit toujours... Quand vous voyez des biens, n'hésitez pas à nous envoyer l'annonce par mail ou par SMS et on va réétudier votre projet. On va juste réactualiser les conditions de taux qui ont pu changer. Et parfois, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, les taux peuvent changer. Donc, comme ça, vous allez visiter un bien avec vraiment une étude de financement qui est liée à ce bien-là. Ça peut permettre de se positionner beaucoup plus vite, de rassurer l'agent immobilier qui est en charge de la vente et aussi les vendeurs, parce que tout le monde a besoin d'être rassuré. Donc, on est là en amont du projet, avant la signature, puisque ce que je disais, lorsqu'on va demander un prêt immobilier, on va demander un montant. Et lorsqu'on signe un compromis ou une promesse d'achat, ce montant, on a ce qu'on appelle des conditions suspensives d'obtention d'offre de prêt. Donc, si je demande 400 000 euros, et que moi, réellement, je vais demander à la banque, on inscrit 400 000 euros sur le compromis, et que moi, j'ai demandé à la banque 430 000 euros parce que j'ai des travaux, par exemple, et que les travaux, si je ne mets pas de travaux dans mon projet, je n'achète pas la maison. Parce que moi, je veux acheter cette maison avec une nouvelle cuisine, des peintures, etc. Donc, pour le coup, si j'ai un refus de prêt à 430 000 euros, mais que sur le compromis, c'est 400 000 euros, en fait, les clients ne peuvent pas se dégager de l'achat. Donc, notre job, à nous, c'est d'anticiper tout ça, les conseiller au mieux, d'être un peu comme un avocat. On n'est pas avocat, mais un peu comme un avocat. On doit défendre l'intérêt de nos clients. Et quitte parfois
à pousser un peu. Nous, on veut que vous mettiez les 30 000 € de travaux parce qu'on va demander 430 000 € de travaux. En fait, vous les conduisez à avoir conscience de ce qui peut être fait, de ce qui peut être moins fait et d'avancer sur ce projet, je dirais, avec maturité, en fait. Voilà, Exactement, exactement. Et puis, tout au long du projet, jusqu'à la signature de l'acte, on doit être là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma conception. C'est ce que je demande à mes collaborateurs, c'est d'être présent tout au long du projet, d'informer tout le monde et toujours d'anticiper. Le client, c'est pas son travail. Lui, il va acheter une maison, mais il ne sait pas tout ce qu'il y a autour. Et nous, on doit savoir tout ce qu'il y a autour, sachant qu'on fait vraiment que ça tous les jours. C'est notre métier. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la définition du budget, parce que c'est un moment clé, je pense. Et aussi, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir une réflexion, je suppose, sur sa situation personnelle, professionnelle, voire sa manière de vivre. C'est assez profond, en fait, ce moment-là. C'est très profond. Le budget, on va fixer le budget. Déjà, on a la réglementation qui nous impose de fixer un budget. Il faut respecter endettement, reste à vivre. Il faut que ma part de charge ne dépasse pas 35% de mes revenus. C'est les normes du HCSF, c'est ça ? Tout à fait. Oui. Parfois contestées par certains. Mais elles sont là. Mais elles sont là, donc on fait avec et c'est comme ça. Oui. Et le reste à vivre aussi, c'est est-ce qu'il me reste suffisamment d'argent pour vivre après avoir acheté mon bien, en fonction du nombre de personnes que j'ai à charge et où aussi j'habite. On ne va pas demander la même chose à Paris qu'à Nantes, par exemple, ou qu'au fin fond de la Creuse, en reste à vivre. Oui, tout le monde ne vit pas de la même façon. Exactement. Et ça, c'est la réglementation. Ensuite, moi, la première chose que je demande à mes clients, c'est est-ce que vous savez combien vous voulez rembourser demain en achetant ? Oui. C'est vrai, ça paraît logique parce qu'on sait combien on veut mettre pour un bail, pour une location. C'est ça. Mais on se pose peut-être moins la question dans l'achat. Mais parfois, pas du tout. Oui. C'est vrai qu'on ne s'est pas posé cette question-là. Mais c'est quand même une des premières questions. C'est combien tous les mois vous souhaitez mettre ? Est-ce que vous voulez faire 50-50 en remboursement, proportionnellement à vos revenus, etc. Donc déjà, c'est être en accord quand on achète à deux, c'est important. Et ensuite, moi, ma définition de budget, elle va être très liée à la mensualité souhaitée. Oui. C'est ça, en fait. Bah oui. Donc, je peux très bien dire, en fonction de vos revenus, vous pouvez payer, par exemple, 1 500 €. Mais on va dire, on ne veut pas payer 1 500 €. Nous, on veut payer 1 000 € parce qu'on veut partir en vacances, on veut manger au restaurant, on veut se faire plaisir. Il ne faut pas que l'achat immobilier devienne une contrainte. Enfin, je trouve qu'il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il faut pouvoir vivre. Oui, et alors que d'autres vont considérer complètement superflu d'aller en vacances et au restaurant. Exactement, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Oui. Et il y a d'autres personnes, je vais leur dire, c'est 1 000 €, et elle a pensé pouvoir mettre 1 200. Parce que dans leur style de vie, c'est des personnes qui épargnent et qui auraient la capacité de 1 200. Donc moi, je vais leur dire, par contre, oui, sur le papier, vous pouvez mettre 1 200. Par contre, on a des normes qui font que vous ne pouvez pas mettre 1 200. Et est-ce qu'il faut se mettre, moi j'ai souvent le mot au taquet de son endettement, je pense que non, puisque toujours voir à long terme, j'ai un projet immobilier aujourd'hui, mais dans 1 an, dans 2 ans, je vais peut-être devoir changer mon ballon d'eau chaude, j'ai peut-être des réparations sur mon véhicule, je vais peut-être avoir un véhicule à acheter. Oui, sans parler des accidents de la vie aussi. Exactement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, il faut pouvoir faire face à un imprévu demain. Donc, ce qui est bien, c'est de se garder un petit peu d'endettement, donc me mettre plutôt à 33, à 32, 33% d'endettement dans l'idéal, ce n'est pas toujours possible, pour me dire, je sais que demain, j'ai une petite capacité pour pouvoir faire face à un imprévu et puis m'acheter mon véhicule sans pour autant utiliser l'intégralité de mon épargne. Oui. Il y a aussi des réflexes à avoir. Alors, personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, mon premier réflexe, c'est de me demander quel sera le montant de mon apport personnel. Ça, tout le monde y pense, mais est-ce qu'il y a d'autres réflexes à avoir ? Oui, alors l'apport, c'est un sujet qu'on peut discuter. Oui. Toutes les banques n'ont pas les mêmes normes, les mêmes exigences en termes d'apport. L'apport, il est lié aussi à son âge. Oui. Ça me paraît assez cohérent de demander un apport plus conséquent à quelqu'un qui a 50 ans qu'une personne qui en a 22. Oui. On n'a pas avancé de la même manière dans la vie. Et après, là-dedans, il y a l'apport, c'est une chose, mais il y a aussi son emploi. Oui. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? C'est quoi ? Est-ce que je vais avoir une évolution de carrière en fonction de mon poste, de mon statut, de mes études ? Parce que si je sais qu'aujourd'hui, mon client gagne 3 000 €, que potentiellement, il pourra en gagner 4 ou 5 000,
l'établissement bancaire en face va pouvoir se projeter sur du placement, sur un accompagnement patrimonial, etc. Donc ça, c'est vendeur. Et il y a aussi donc, le contrat, type de contrat. Est-ce que je suis en CDI? Est-ce que je suis en CDD? Intérimaire, etc. Et là-dessus, c'est important aussi de rassurer tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis en CDD ou intérimaire que je ne peux pas devenir propriétaire de mon bien. Il faut montrer que l'intérimaire, par exemple, il a de la régularité dans son travail. Oui. Ça peut être un choix d'être intérimaire. Oui. En fait, c'est une contrainte d'être intérimaire. Il y a des personnes, c'est quelque chose de très bref, pendant 2-3 mois, le temps de retrouver un travail, un CDI, etc. D'autres, c'est juste un choix. Oui. Je ne veux pas être chef d'entreprise parce que je ne veux pas être chef d'entreprise et puis ça peut me faire peur de prendre le risque d'être chef d'entreprise, mais à la fois, j'aime bien ce changement d'entreprise, cette diversité de métiers. Et donc, nous, notre job, c'est juste de montrer qu'il y a un socle. Il y a un socle, qu'il y a de la récurrence dans les revenus, qu'il y a du sérieux et de présenter un dossier qui va rassurer le banquier. Oui. Voilà, tout simplement. Et on va regarder après la gestion des comptes, les types de dépenses. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Vous dites sérieux. Alors, qu'est-ce qui n'est pas sérieux? En fait, c'est pas ça. Alors, il y a des dépenses. Alors, par exemple, si je prends les jeux en ligne. Oui. Bon. Je pensais à ça. Oui, les paris sportifs, tout ça. Oui. C'est pas que c'est pas sérieux. On a tous le droit de jouer en ligne, on a tous le droit de faire des paris sportifs, mais on pourrait. C'est vrai que quand on fait un jeu, parfois on se dit, quand on va au bureau de tabac, on va acheter un jeu à gratter, alors on va en acheter un deuxième, un troisième, etc. Et parfois ça va être la même chose. Donc ça pourrait créer de la dépendance et à terme une mauvaise gestion des comptes. Parfois c'est 2 €. Oui. Je me rappelle de clients, c'était beaucoup de Candy Crush. Oui. Certainement très bien comme jeu, mais un peu addictif en fait. Et puis oui, mais ça coûte 2 €. Oui, mais 2 € tous les jours, ça fait des euros. Oui. Et ça peut donner une mauvaise image au banquier, même s'il n'y a pas de jugement. Mais l'idée, c'est avant de se lancer dans le projet, c'est de se dire il faut éliminer tout ce qui peut déranger. Oui. En gros, on a des listes de critères, en quelque sorte. On doit cocher les cases. On enlève les aspérités, en fait. Exactement. Tout ce qui peut porter à jugement. Oui. Parce que même si on se connaît, finalement, celui qu'on a en face ne nous connaît pas. Oui. Et d'un côté, c'est important aussi que la personne qui parfois va analyser le dossier, alors nous, on est là pour apporter, on va faire un peu comme une plaidoirie, on va vendre le dossier, on va présenter le dossier, les points positifs, les points négatifs aussi. Parfois, on peut avoir un dépassement d'autorisation de découvert, ça peut arriver, ça peut nous arriver. Mais parfois, l'autorisation de découvert, elle n'est juste pas adaptée à ses revenus. Si j'ai 150 € d'autorisation de découvert et que, exceptionnellement, j'ai un paiement qui est passé plus vite que ce que je pensais et que j'ai de l'épargne, je suis à 151, pouf, j'ai une commission de 8 €. Oui. C'est dur. Oui. Donc là, on va l'expliquer, etc. Mais il y a certaines dépenses, il faut quand même faire attention. Et c'est pour ça qu'avant de présenter son dossier auprès d'une banque, que ce soit sa banque ou d'autres banques, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que j'élimine, là, sachant qu'on va prendre les 3 derniers relevés de compte, tous les petits paiements qui, quand ils se multiplient, font de grosses sommes parfois, pour pouvoir renforcer la qualité de mon dossier, être sûr d'avoir mon prêt, et en plus, avec de bonnes conditions. Et donc, on en revient toujours au rôle du courtier, qui est un accompagnant du candidat. Oui. Moi, j'ai une conception. Alors, le courtier, toi, tu nous aides à avoir une maison pas chère. Oui. Alors, pas cher, c'est pas moi. Oui. Le prêt, le moins cher possible, peut-être, le plus optimisé. Moi, j'ai toujours le plus optimisé possible. Parce qu'on l'optimise sur le taux d'intérêt, sur l'assurance. Je ne vais pas dire que c'est assez accessoire, parce que c'est extrêmement important. Mais avant, il y a un gros travail qui est fait. En fait, moi, je dis souvent qu'on est l'aidant, l'accompagnant. On va conseiller en fonction de la stratégie de chacun. En fait, je souhaite acheter, mais je sais que je vais vendre dans 10 ans. C'est ma première acquisition, je suis seul ou je mettrai en location mon bien. La stratégie n'est pas la même. Donc, mon coût du prêt, je ne vais pas le regarder sur 25 ans. Je vais le regarder plutôt sur des durées intermédiaires. Et quand je regarde sur des durées intermédiaires, une banque qui peut être moins chère sur 25 ans est parfois plus chère sur 10 ans. Donc ça, il faut regarder, il faut être vigilant par rapport à ça. On est aussi là pour se dire, est-ce qu'on met de l'apport, pas d'apport? Beaucoup d'apport, pas beaucoup d'apport. Quand j'ai un jeune qui a 10 000 € de côté, on ne va pas mettre 10 000 € d'apport. Mais non. On va peut-être mettre 2 000 à 3 000, voire peut-être parfois pas d'apport. Et on a aujourd'hui des partenaires bancaires, en fonction de la typologie du client, du dossier, etc., qui acceptent, si on motive correctement, de faire un financement avec
moins d'apport ou voire pas d'apport du tout. Et, oui. Et donc là, nous, notre travail, c'est plutôt on devient pas copain avec le client, mais on a une relation qui est vraiment très privilégiée. On rentre presque dans la famille, dans l'environnement familial du client. On parle de tout, on anticipe tout. Est-ce qu'ils projettent d'avoir des enfants ou pas? Et puis, on va parfois même au-delà du prêt. On peut parler aussi un petit peu de placement, mais ce n'est pas notre travail. Mais comme nous, on est là, on est payé par nos clients pour essayer d'avoir un prêt, dans la mesure du possible. On est payé qu'au résultat de toute façon. Et après, pour avoir un prêt le plus optimisé possible. Donc, en fait, on peut parler de tout. On faisait la prestat de service, on est là pour les aider. Plus on sera aidant pédagogue, il faut être pédagogue parce que on achète une maison, mais il y a plein de petites choses à côté. C'est pas compliqué, mais il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, à savoir pour devenir propriétaire de façon tranquille, paisible. Et si on devait résumer cet entretien avec un seul mot? L'anticipation, bien avant le projet. Je crois que ça, on l'a compris en vous écoutant. Il faut vraiment anticiper. Merci beaucoup Maxime de toutes ces informations, c'était vraiment intéressant. Et merci à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de le partager sur les réseaux. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.